Voilà, nous continuons notre série de vidéos. Là, nous sommes à la deuxième partie. La fois passée, nous avons exploré toutes ces commandes ici. C'est tout juste la vidéo précédente, mais il restait une commande qu'on n'avait pas exploitée. C'était la commande tree. On peut venir la tester ici. Ici, nous avons déjà notre machine qui est installée. J'ai installé le paquet pour ce petit utilitaire. Nous verrons ça plus tard. Alors, lorsque vous tapez la commande ici true, je ne vais passer aucun paramètre, aucun argument. Il n'y a aucune option que j'ai passée, il n'y a aucun paramètre que j'ai donné. Cela signifie que ça va s'appliquer sur le répertoire en cours. Voilà, ça vous présente l'arborescence du current directory ici. Et ici, on vous présente comment il est structuré. C'est vraiment très intéressant. Ici, si j'efface, je peux par exemple sélectionner, je fais tree, mais je mets l'arborescence qui est la racine. Voilà, il va me déballer tous les contenus de la racine. Et remarquez que ici, ça déroule le dossier, tous les sous-dossiers, les sous-sous-dossiers. Et regardez, ça vous donne une arborescence qui est vraiment énorme. Et regardez, ça continue à déballer. Mais pour arrêter, je vais faire la combinaison des touches CTRL-C. J'arrête. Vous voyez, il y a tellement beaucoup d'éléments que c'est préférable de faire cette commande sur un petit répertoire. Par exemple, je peux le faire pour le répertoire TMP par exemple. Et là, on vous donne le contenu de ces répertoires. Vous pouvez le faire par exemple pour un répertoire très connu. Tree, vous faites USA et puis vous faites par exemple sur local. Voilà, il vous donne le contenu. Il vous donne ici une statistique, il y a 25 directories. Ok, c'est bon. Alors, nous allons commencer avec la partie de la gestion des fichiers. Alors, vous devez savoir d'abord une chose, qu'en Linux, tout est fichier. Donc, quand on vous dit que tout est fichier, ça veut dire qu'en Linux, vous n'avez que deux choses. Vous avez soit les répertoires, les directories, soit les files qui sont les fichiers. Et regardez ici, on vous a dit 25 directories et 0 files. Ce sont les deux éléments qui comptent sous Linux, les répertoires et les fichiers. Et en d'autres termes, même un répertoire peut se raccourcir à un fichier. Et il y a un jargon qui dit qu'en Linux, tout est fichier. Pourquoi? Parce que tout ce que vous manipulez, vous les manipulez sous forme de fichiers. Idem pour ce qui est des fichiers de configuration, vous éditez des fichiers. C'est ainsi que pour la gestion des fichiers, l'élément le plus important ici, ce sont les éditeurs de texte. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour éditer le fichier? Alors, la première chose d'abord, quand on parle de fichier, vous devez arriver à créer un fichier. Et pour créer le fichier, vous utilisez la commande ici, touch. La commande touch vous permet de créer un fichier. Si je fais touch, vous donnez le nom du fichier, file1. Là, ça va vous créer un fichier qui s'appelle file1. Je peux regarder. Voilà, vous avez file1. Et remarquez, ce qui est en blanc, ce sont des fichiers. Et ce qui est en bleu, ce sont des répertoires. Remarquez que ici, je n'ai pas mis l'extension. Pour vous dire tout simplement que l'extension est un élément qui n'est pas très important sous Linux. Vous pouvez ne pas le mettre, il n'y a pas de... Alors, si j'ai créé un fichier avec extension, je vais file2.txt. Je peux ajouter d'autres fichiers et vous pouvez créer plusieurs fichiers sur une même commande. File3.doc, file4. Par exemple, PDF. Et puis je peux faire file5. Par exemple, Java. Je valide. Tous ces fichiers ont été créés en une seule commande. C'est très possible. Alors, si vous regardez, vous allez voir, il y a tous ces fichiers ici. Et remarquez, ça c'est un fichier avec extension doc, mais cela ne vous dit pas que c'est un fichier, par exemple, qui peut être ouvert avec
avec OpenOffice, pas nécessairement. Cette extension n'est pas vraiment importante parce que cette extension ne signifie pas que ce fichier est devenu un fichier PDF, tout simplement juste pour masquer. Alors, directement, je peux me dire par exemple, le file ici .pdf, non, je l'ai mal écrit, je vais le modifier, je vais renommer ces fichiers. Vous utilisez la commande ici mv. Alors, la commande mv a deux rôles. La commande mv permet de déplacer et elle permet aussi de renommer. Vous voyez, si j'avais créé le répertoire tuto 1, on va voir à l'intérieur tuto 1. Vous voyez, il y a vidéo. Je vais faire quoi? Je vais déplacer le fichier file4.pdf dans ce répertoire ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais mv. Il est dans quel emplacement? Alors ici, je vais essayer de combiner des choses. Je vais d'abord me déplacer. Je vais aller dans le répertoire TMP pour essayer un peu de vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les référencements absolus ou relatifs. Alors ici, si par exemple, je disais ls file4.pdf, ça va me donner une erreur. Pourquoi? Le file ici .pdf n'est pas dans le répertoire TMP, mais il est où? Dans le répertoire home de l'utilisateur CIFA. Et cela signifie quoi? Lorsque vous voulez faire une commande, vous devez savoir où suis-je et où est-ce que je pars. Alors regardez ici, je vais faire quoi? Je vais dire mv, mais la commande va s'appliquer sur quel argument? Ça va s'appliquer sur l'argument qui est, je vais utiliser un référencement relatif. Le référencement relatif est un schéma qui dépend de l'emplacement actuel. Pour arriver dans le répertoire qui s'appelle comme ça, home/CIFA, qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter une fois. Si j'ai monté une fois, je serai dans la racine. Et si je suis dans la racine, je peux accéder à home. Ainsi, regardez ce que je vais faire. Pour monter une fois, je vais mettre ici point, qui signifie monter d'un répertoire. Et quand je monte d'un répertoire, je serai dans la racine. Et dans la racine, je peux accéder à home. Et dans CIFA, vous avez le fichier qui s'appelle file4. Je peux mettre for et j'appuie sur tabulation, il me complète. Et je vais le déplacer pour le mettre dans les répertoires en cours. Qui est quel répertoire? Si je faisais ça par exemple, cela signifie que ça ira dans TMP. Et si vous faites ls, vous allez voir que le fichier est venu ici. Mais c'est pas ce que je voulais faire, c'était pour vous montrer juste le point ici, à quoi ça sert. Alors moi je vais le redéplacer pour le mettre dans le répertoire ici, tuto 1. Alors, la commande va changer, ça ne sera plus celle-ci. Je vais faire ceci. Dans les répertoires en cours, on peut faire comme ça pour signifier les répertoires en cours. Prends-moi les fichiers file4.pdf et mets-le dans les répertoires. Je vais utiliser un référencement absolu. Ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit /home. Le référencement absolu, je vous avais dit, commence toujours par la racine. CIFA / c'est quoi? Rien. Je laisse comme ça. Pourquoi? Parce que ça va aller dans ces répertoires. Alors, vous avez les choix. Vous pouvez omettre ces slash, il n'y a pas de problème. Le système des fichiers, c'est que ça, c'est un répertoire. Mais pour vraiment vous rassurer que vous montrez un répertoire, vous pouvez faire ça juste pour que vous sachiez que c'est un répertoire, mais c'est pas obligatoire. Je peux laisser, mais vous n'aurez aucun problème. Mais le répertoire, c'était tuto 1. Alors, je peux mettre les slash tout comme je peux l'enlever. Alors, quand je fais ça, à chaque fois que vous n'avez pas d'erreur, donc la commande s'est exécutée correctement. Alors, je fais ls. Si je faisais tuto 1 comme ça, je n'aurais aucun résultat parce que ce répertoire n'est pas dans le TMP. Mais alors, si je faisais ls ./home/ CIFA /tuto 1, à ce moment-là, regardez, vous avez les fichiers ici qui s'est ajouté.
Alors pour raccourcir les commandes que je vais utiliser, je vais retourner dans le répertoire ici de l'utilisateur SIFA pour raccourcir les commandes. Alors regardez, je vais faire ceci, ls tuto 1. Et là, vous avez ces fichiers. Maintenant, je vais renommer ces fichiers. Là, nous avons déplacé, c'est l'équivalent du couper-coller. Maintenant, je vais renommer. Ces fichiers, je vais dire mv tuto 1 slash file4.pdf. Ça va devenir comment? Toujours les mêmes schémas. Je peux faire comme ça. Ça signifie le répertoire en cours. Tuto 1 slash file. Puis je vais enlever les PDF. Et si je faisais ls tuto 1, vous allez voir que le fichier s'appelle maintenant file4 et il n'y a plus de PDF. Alors je peux faire maintenant un copier-coller de ces fichiers. Là, vous utilisez la commande cp. Et la commande cp reçoit deux arguments. Donc si vous faites cp, le premier argument c'est la source et le deuxième argument c'est la destination. Et ici, dans notre cas, la source c'est quoi? C'est l'emplacement du fichier file4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tuto 1 slash file4. Et où est-ce que je vais les mettre? C'est juste un espace. Je vais les mettre dans les répertoires en cours. Et les répertoires en cours signifie tout simplement point. Et là, ça viendra avec le même nom. Et si vous faites ls, regardez, les répertoires, les fichiers file4 est directement venu ici. Alors, il arrive parfois que vous avez besoin de copier une architecture des répertoires. Généralement, si je copie par exemple le répertoire tuto 1, il vient avec le répertoire et les sous-répertoires. Par exemple, je peux faire ici cp tuto 1 et je vais l'appeler tuto 2, toujours dans le même répertoire. Vous allez voir ici, il vous dit quoi? Omission du répertoire tuto 1. Et on vous dit ici que vous devez ajouter l'option R pour tout simplement faire une copie récursive. Ça veut dire vous copiez les contenus et les contenants. D'accord? Donc vous copiez le contenant, le contenu d'abord et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ici, si je faisais ls, vous allez voir, il n'a pas fait la copie. Mais si je faisais cp-r et puis j'ai dit tuto 1 dans tuto 2. Oh là là, tuto 2. Et à ce moment-là, vous n'avez rien. Si vous regardez, vous avez tuto 1 et tuto 2. Mais si j'avais un répertoire vide, je fais par exemple ici mkdir. Par exemple, je peux l'appeler codes, comme ça. Si vous regardez, vous aurez les répertoires ici, code, il est là. Je peux les copier, je dis cp code et dans code, code, je mets par exemple ici système. Regardez, il ne vous a pas autorisé de copier malgré que le répertoire ici il est vide. Si vous faites ls code comme ça, vous allez voir, il est vide. Mais ici, on vous oblige d'ajouter l'option R ici. Et là, vous pouvez mettre le R majuscule ou le R minuscule, ça marche toujours. Vous faites code, source, code, système. Vous voyez, ça fait la même chose. Et quand je regarde ici, vous avez code, vous avez ici code, et vous avez code système ici. Ces deux répertoires-là sont vides. Alors, il y a une commande qui est utilisée. Par exemple, si j'utilisais la commande mkdir et je dis par exemple file et puis je fais ça, file, je dis code
et puis j'ai fait code système, vous allez voir que cette commande va échouer. Alors, vous avez un paramètre que vous pouvez ajouter pour que cette commande puisse réussir. Vous ajoutez ici le paramètre P. Hein? Et à ce moment-là, si vous validez, ça vous a créé la hiérarchie ici. Et si vous regardez, vous avez ici le répertoire file. Et ce répertoire ne peut pas être supprimé avec la commande ici rm dir. Si vous faites rm dir comme ça file, ça ne va pas accepter. Mais si vous faites rm dir -r et puis vous faites comme ça file, le répertoire, oh pardon, c'est rm, c'est pas rm dir. Vous faites rm et vous mettez l'option là, le répertoire a été supprimé. Ok, là c'est bon. Alors là, nous avons vu comment est-ce qu'on peut créer un fichier avec la commande touch, mais vous pouvez maintenant utiliser des éditeurs de texte. Les 4 ici sont des éditeurs de texte que nous allons voir ici et vous les utilisez à volonté. Alors, je vais faire d'abord ça, vous faites ls. Nous allons éditer le file 1 avec le premier éditeur ici, le gedit. Je vais tout mettre en vert. On va commencer par le gedit. C'est un éditeur en interface graphique. Vous pouvez l'utiliser avec le mode commande. Vous faites gedit file 1 et je valide. Ça va vous ouvrir l'éditeur de texte. Et puis vous dites tout simplement ici un API par exemple. Et puis vous allez fermer, vous enregistrez et vous fermez et vous retournez sur l'échelle. Puis je vais éditer le deuxième fichier avec la commande nano. La commande nano est un éditeur de texte en mode graphique, en mode commande, mais il n'est pas très puissant. Si vous utilisez nano, voilà comment il apparaît. Toutes les options sont ici en bas. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous devez appuyer sur la touche CTRL et le caractère qu'on vous donne ici pour accéder. Alors pour écrire ici, vous écrivez comme vous voulez. Vous pouvez dire par exemple the first day is to be qu'est-ce qu'on peut mettre is a new day, n'importe quoi. Et puis là, vous voulez maintenant enregistrer. Vous avez ici quitter. Vous faites CTRL X, vous quittez et ça va vous permettre directement d'enregistrer. Je fais CTRL X. On me demande si je veux sauvegarder. Je fais oui. Et là, on me demande est-ce que je vais garder le même nom du fichier exact. Je valide. Et là, il vous a écrit quelque chose. Vous avez un éditeur qui existe dans toutes les distributions Linux. C'est l'éditeur VI. Et VI, on va éditer le fichier file5.java et vous validez ici. Et ici, quand vous écrivez, vous n'écrivez pas n'importe comment, mais vous devez utiliser des commandes de VI. Vous avez ici une documentation en français sur l'utilisation de VI, pardon. Voilà, vous avez l'éditeur des textes, etc. Et on vous dit que dans 99% des cas, il est présent sur votre système Linux. Ça veut dire que si vous n'avez aucun éditeur de texte, que ce soit sur Unix ou sur Linux, si vous n'avez aucun éditeur de texte, lorsque vous venez, vous tapez tout simplement VI, vous avez la possibilité de l'utiliser. La particularité est qu'il a 3 modes de fonctionnement. Vous avez le mode commande qui est le mode par défaut. Le mode d'insertion, c'est le mode de saisie ou d'écriture. Et
et les modes des lignes de commande qu'on appelle aussi les modes last line, c'est les modes d'enregistrement, de remplacement, de recherche et consorts. Alors pour votre instruction, vous pouvez regarder ici et dans d'autres documents. Je vais vous mettre tout ça dans la description. Alors ici, en mode d'insertion, vous avez plusieurs possibilités. Souvent, moi j'utilise la commande I. Vous voyez ici en bas, on vous met insertion. Là, vous pouvez écrire du texte. Et là, vous pouvez écrire This is a new day. Oh, c'était un fichier Java. Alors, on peut par exemple dire public static void main. Et puis vous faites ça. Vous mettez string comme ça. Args. Puis vous pouvez faire comme ça. Vous mettez là. Et puis vous faites par exemple ici system.out.println. Là vous faites This is a new day. Ok, par exemple. Alors remarquez que j'ai omis la partie de la classe et consorts. Vous pouvez les ajouter. Ça c'est juste pour vous donner l'idée. Et remarquez que ça colorie les mots-clés. Pourquoi? Parce que c'est l'éditeur VI. Alors si je vais quitter, je dois d'abord enregistrer. J'appuie sur échappe. Je rentre en mode commande. J'appuie sur double point. Je suis en mode last line. Et puis je peux write and quit. Ici, j'ai enregistré. Alors, il y a un éditeur, mon éditeur de prédilection, c'est l'éditeur Vim. C'est l'éditeur que j'utilise presque toujours. C'est presque pareil à VI, mais c'est un éditeur un peu plus avancé que VI. Et ici, vous avez deux documentations. Je peux vous montrer ici les sites. Ça, c'était le premier. Vous avez ici la documentation pour Vim. C'est quoi? VI Improved. Et ici, vous avez le site officiel de Vim. Vous pouvez exploiter ça et vous allez regarder qu'est-ce qu'on vous présente dans ces deux sites. Ici, ça c'est Ubuntu. Et regardez, c'est en français. Et vous pouvez aussi aller dans la version anglaise. Sans vous décourager, VI a beaucoup, VI et Vim ont beaucoup de commandes. Personnellement, je ne connais pas toutes ces commandes, mais je connais les commandes utiles. Alors, si vous faites vim file2.txt, alors ici, c'est pareil. Je suis en mode insertion et par exemple, je peux venir copier ici un texte. Il y a un texte que j'avais mis sur le bureau de l'ordinateur ici. D'habitude, on ne va pas utiliser l'interface graphique, mais c'est juste pour essayer de vous montrer. Je vais copier le texte ici, je copie, et puis je vais venir coller ça ici pour vous montrer que vous avez la possibilité de faire de pareilles commandes. Alors là, c'est un fichier TXT. Je fais échappe et puis je fais double point write and quit. Regardez, rien n'est colorié, mais je vais venir renommer ce fichier ici, ça, et je vais l'appeler mv file2.txt pour que ça devienne file2.yaml par exemple. C'est ça le format de ce fichier. Si vous revenez dans ce fichier là, oh pardon, je vais quitter. Pour quitter, sans enregistrer, vous appuyez sur Q et point d'exclamation. Je quitte. Je devais mettre ici YAML. Vous voyez, tout est devenu colorié. Et cet aspect de couleur est très intéressant lorsque vous éditez des fichiers, lorsque vous avez un peu l'idée de ce que vous faites. Juste pour vous montrer, je vais me déplacer. Regardez, je vais me déplacer sur la ligne ici.
je suppose que c'est la 10e ligne. Je me déplace en faisant, j'écris 10 et puis je mets G. Voilà, je suis à la 10e ligne. Pour supprimer la ligne, j'appuie sur DD 2 fois et ça supprime la ligne. Alors tout ça, ce sont des choses que vous faites facilement avec VI ou Vim tout simplement. Je vais enregistrer et quitter. Maintenant, une fois que vous avez votre éditeur de texte, vous avez déjà saisi, vous pouvez maintenant explorer le contenu du fichier. Vous avez 3 commandes très utilisées pour explorer le contenu d'un fichier. Ce sont les 3 commandes ici. Donc vous avez cat, vous avez more et vous avez ici less. Alors on va voir la différence ici. Si vous utilisez la commande cat, que fait cat? Je vais faire cat et puis je fais file to YAML. La commande cat vous déroule tous les contenus du fichier sur l'échelle. Alors c'est pas pratique lorsque vous utilisez cat avec des très longs fichiers parce que l'échelle sera remplie du contenu du fichier. Néanmoins, cat vous sert pour beaucoup d'autres choses, pour des redirections et consorts. Très souvent, je peux vouloir mettre le contenu d'un fichier dans un autre fichier. Et si je vais voir le contenu du fichier file4, je peux faire cat file4. Vous voyez, il est vide. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le contenu de ces fichiers ici et je vais l'ajouter dans le fichier file4. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser la commande cat, c'est très utilisé dans des cas pareils. Qu'est-ce que je vais faire? Le contenu de file2.yaml, au lieu de dérouler le contenu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer ça dans le fichier file4. Alors, vous avez le choix. Si vous mettez un seul signe de supériorité, ça veut dire que vous allez écraser le contenu. Et si vous mettez 2 fois, ça veut dire que vous allez ajouter à la fin. Alors, je vais par exemple faire ça pour vous montrer que là, ça va écraser les contenus. Bon, il n'y avait rien. Pour qu'on mette quelque chose, je vais par exemple faire vim file, je dis par exemple ici, je vais faire test file par exemple, et puis je vais enregistrer ça. Vous voyez, si vous faites cat file4, vous avez déjà un contenu. Lorsque on va taper notre commande ici, ça veut dire que vous faites cat file to.yaml et vous faites écraser le contenu des file4. Voilà, il ne donne rien, mais il a fait le travail. Et si vous voulez voir le contenu de ces fichiers sans dérouler ici dans l'échelle, je peux utiliser la commande more. La commande more a aussi un défaut, il déroule dans l'échelle, mais au moins quand les fichiers est long, il vous donne la possibilité de naviguer dans les fichiers. Regardez, j'ai ajouté tous ces contenus et venu dans les fichiers. Et regardez que ici, ça a écrasé. Vous n'avez plus les tests de files que j'avais là. Alors, je vais faire encore la même chose, mais regardez, au lieu d'écraser, je vais ajouter. Quand je valide et je viens regarder toujours avec moi, vous allez voir ici que on vous a ajouté un truc ici pour vous déplacer. Vous pouvez utiliser la touche entrée pour passer de ligne en ligne, ou vous pouvez utiliser la touche de direction pour passer de page en page. Là, j'ai utilisé la barre d'espacement. Alors, regardez, vous avez doublé le contenu de ces fichiers tout simplement. Alors, cette commande more n'est pas très pratique. Une commande puissante qui est souvent utilisée, c'est la commande ici less. Si vous faites less comme ça, file4, vous allez voir, ça va vous ouvrir une interface. Et là, vous pouvez utiliser aussi la touche entrée pour passer des lignes en ligne, ou la touche d'espacement pour passer des pages en page. Là, je suis à la fin. Une utilité, ici je peux faire la recherche en mettant la barre d'espacement, le slash pardon. Je vais par exemple chercher le mot route.
Voilà, il va vous trouver les occurrences du mot route. Et ici, vous pouvez aussi faire des recherches avancées et des remplacements. Alors, comme c'est juste un éditeur, comme ce n'est pas un éditeur, c'est juste pour vous aider, vous pouvez faire des remplacements, mais vous pouvez faire des recherches. Les remplacements peuvent se faire avec VI ou Vim. Alors ici, je vais quitter, j'appuie sur Q. Regardez, il n'a pas déroulé les contenus ici dans l'échelle. Ça, c'est une importance de cette commande. Et la commande cat est beaucoup utilisée aussi. Comme je vous ai montré là, vous faites une sorte de redirection. Et regardez, quand vous utilisez la commande cat comme ça, c'est exactement une redirection. Donc, le résultat de cette commande est redirigé dans une autre commande pour être ajouté. Voilà. Et vous pouvez même combiner des fichiers de la même façon comme ça. Voilà. Et alors, la commande laisse, quand vous faites comme ça, je peux rediriger ça avec une commande de recherche ou ici, vous pouvez faire une recherche pareille. Par exemple, je recherche le mot route. Voilà, il vous donne les occurrences où vous avez le mot route. On avait vu grep la fois passée. Alors, et grep, je pense aussi, il s'utilise de la même façon. Voilà, vous avez la même chose. Donc, la commande ici est grep. C'est presque pareil hein, avec grep. Voilà, vous avez un peu ça. Et cette redirection ici, vous l'utilisez très souvent lorsque vous êtes en train de faire des recherches dans des fichiers. Ça, c'est une option qui n'existe pas sous Windows, faire la recherche dans un fichier. Ça n'existe pas sous Windows. Je peux par exemple chercher DHCP. Là, il vous donne DHCP 4, ici, il est repris 2 fois. Alors, vous avez ici la commande stats qui permet juste d'avoir des statistiques d'un fichier. Si je faisais stats file 4, voilà, il vous donne un peu des statistiques du fichier, le nom du fichier, la taille du fichier, le nombre de blocs, etc., etc. Vous avez tout ça. Il vous donne même l'accès. Ça, c'est l'accès par défaut. On verra ça lors des permissions. Vous avez les user ID et consorts. Ça, on verra ça lorsqu'on va parler des utilisateurs. Ok, ça c'était la commande stats. Alors, la commande find est très utilisée lorsque vous faites des recherches dans les systèmes des fichiers. Alors, comment est-ce qu'elle s'utilise? C'est tout utilisateur qui peut s'en servir. Et ici, par exemple, si vous voulez faire des recherches dans toute l'arborescence, vous devez être des super utilisateurs pour pouvoir arriver à faire des recherches dans l'arborescence du système. Et alors, ici, je peux par exemple chercher dans USR. Bon, par exemple, dans le répertoire bin, je connais que bon, je vais par exemple chercher dans le répertoire ici du DNS etc /bind. Je vais par exemple rechercher un fichier. Je mets ici l'option et ici vous avez l'option, puis je vais mettre un paramètre. Le paramètre, c'est le nom du fichier. Je dis par exemple un fichier qui s'appelle named.conf. Vous voyez, il vous dit aucun fichier ou dossier de ce genre. Ok, je vais voir etc /binds9. Oh, apparemment, ce n'est pas installé correctement. Désolé, c'était binds et non binds9. Vous savez ça. Alors, je reprends la commande et ici, je vais mettre tout simplement binds. Et voilà, il vous retourne que ce fichier existe. Il vous fait une recherche très rapide comme ça.
Et vous pouvez faire des recherches très poussées. Vous pouvez chercher un fichier spécifique dans le système des fichiers et il va directement vous les donner. Normalement, dans les versions anciennes, lorsque vous tapez une commande ou vous cherchez dans la racine, il doit vous demander de mettre le mot de passe administrateur, ou des fois il peut ne pas le faire, mais les fichiers qui vont demander des droits un peu avancés, il va les ignorer. Si par exemple moi je faisais ça dans tous les répertoires etc, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher les fichiers named.conf. Il y aura certainement des endroits où vous n'aurez pas l'accès. Vous voyez ici, il dit que la permission n'est pas accordée pour accéder à ces fichiers, mais ce que vous avez recherché, c'était le fichier ici. Donc voilà, ça c'est pour la commande find. Et la commande tel ici, ça permet tout simplement de faire de visualiser un fichier en mode debug. Alors, c'est quoi un fichier en mode debug? C'est un fichier en mode d'exécution. Par exemple, je vous avais dit que vous avez ici le fichier ici qui s'appelle comme ça, var log. Vous avez les fichiers ici syslog. C'est le fichier principal de log de votre système. Regardez si vous avez vu le contenu et puis vous avez arrêté. Mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant est que vous pouvez voir les contenus de ces fichiers de façon dynamique. Et là, vous pouvez voir les dernières 10 lignes. Et là, c'est en train de recevoir. Vous voyez, ça, c'est une requête qui est venue. La fois passée, on va installer les serveurs DNS, mais ce serveur DNS n'est pas encore opérationnel parce qu'il n'est pas encore configuré. Et vous voyez ici, vous avez des messages. En mode debug, vous recevez chaque fois qu'il y a un événement qui est arrivé, vous recevez automatiquement le message. C'est très utilisé lorsque vous êtes en train de configurer des serveurs. Alors, je vais effacer. Ici, vous avez la commande ici, ln. Ça permet de créer ce qu'on appelle un lien symbolique. C'est l'équivalent d'un raccourci en Windows. Par exemple, vous avez pour visualiser les liens symboliques, vous utilisez l'option L ici. Vous voyez ici, vous n'avez encore aucun lien symbolique. Alors, vous pouvez créer les liens symboliques d'un fichier ou d'un répertoire comme vous voulez. Et pour ce faire, vous utilisez la commande ln-s. Et qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les fichiers, c'est file. Je mets par exemple file 2.yml et ici je vais lui donner un raccourci que je vais appeler par exemple carte network cards. Voilà, il n'a pas d'extension. Si vous faites ls-l, vous allez voir, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ces fichiers est pointé par quelque chose qui s'appelle network cards. Ça veut dire, si vous accédez à network cards, vous accédez au fichier file2.yml. Regardez, je vais par exemple faire ceci. Vim network cards. Et automatiquement, je suis dans le fichier. Voilà son contenu. Voilà ce qu'il a. Alors c'est bon, il n'y a rien à changer. Je vais tout simplement quitter. Pour quitter, vous appuyez double point, quitter sans enregistrer. Regardez, j'ai accédé via les raccourcis. Et c'est comme ça que vous pouvez créer un raccourci de n'importe quoi. Vous pouvez par exemple dire ici ln-l, et puis de quel répertoire? Téléchargement. Et moi, je vais appeler ça downloads. Comme ça. Oh là là. Qu'est-ce qu'il me dit? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ln-s. Et quand vous faites ls-l, vous voyez ici, le répertoire téléchargement a un raccourci qui s'appelle
Downloads. Si j'ai regardé dans téléchargement, comme il y a des accents, c'est un peu compliqué. Je peux par exemple faire ici ls téléchargement. Voilà, il n'y a rien. De la même façon, je peux faire ls downloads, tout simplement. Vous avez les mêmes résultats. Mais pour qu'on puisse voir quelque chose, il faudra tout simplement télécharger quelque chose. Bon, je peux télécharger quelque chose et puis on va voir si ça va venir là. Ici, on va faire un test rapidement. On va essayer de télécharger. Oh, j'ai pas internet malheureusement. Donc, ça sera fait. Bon, on pourra faire ça prochainement. Comme j'ai pas internet, vous voyez, j'ai changé les paramètres de ma carte. Je vais tout simplement copier un fichier là à l'intérieur. Je vais faire par exemple cp file 1 et je vais le copier dans downloads. Downloads. Voilà. Quand je fais ls downloads, vous allez voir qu'il y a file 1. Pareillement, si vous faites ls téléchargement, vous avez file 1. Voilà comment vous pouvez l'utiliser. Alors, vous avez ici la commande tar. C'est très utilisé parce que la plupart des fois, quand vous téléchargez des ressources sous Linux, ça vient au format tar. Alors, je vais changer rapidement les paramètres de ma carte réseau pour que j'ai Internet, pour que je vous montre quelque chose. Alors, lorsque vous venez, par exemple, télécharger ici, là, je peux ouvrir maintenant mon navigateur comme j'ai Internet. Si, par exemple, j'ai tenté de télécharger, par exemple, VirtualBox, virtualbox.org. Je peux entrer là et par exemple je peux dire que je vais télécharger Notepad++. Bon, je vais voir juste ce que ça va me présenter. Alors là, ça vous ouvre VirtualBox. Ici par exemple, vous avez Notepad++. Je vais cliquer là. Et là, vous avez VirtualBox qui est en train de charger. Normalement, quand vous téléchargez VirtualBox, vous cliquez tout simplement là. Vous n'êtes pas allé loin. Et vous aurez un fichier. Ici, par exemple, je suis sous Linux. S'il ne débute pas les téléchargements, je vais cliquer tout simplement ici pour télécharger le fichier correspondant à ma distribution. Alors, ici, vous avez Notepad. Je cherche là où je pourrais avoir un fichier tar gz. Ici, par exemple, je suis sur Ubuntu 20. Je vais télécharger ici la version correspondant à Ubuntu 20.04. Et vous voyez, le téléchargement a débuté. Ça va finir dans à peu près 20 minutes. Mais regardez l'extension, c'est .deb. C'est l'extension pour les gestionnaires de paquets des distributions qui sont dérivées de Debian, parce que Ubuntu est une distribution qui est dérivée de Debian. Alors, je vais chercher ici un fichier avec extension tar gz. Où est-ce que je peux trouver? On va tester ici. Si on peut en avoir. Si j'ai téléchargé ça, ça ne va pas les tar gz. Regardez ici, vous avez la version portable. Ça, c'est pour Windows. Je vais voir ici. Je vais essayer de télécharger la version ici, download. On va voir ce que ça va me donner. Si on n'en a pas, je pense ici on pourra tester la version portable ici. Certainement, celle-là aura les tar gz. Regardez, ça vous ouvre un lien sur GitHub. Voilà, c'est en train de vous ouvrir un lien sur GitHub.
Voilà, vous avez ici, ça c'est un fichier zip, c'est pas ce qui m'intéresse. Vous voyez ici, ça télécharge les fichiers exe. Non, c'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de la version pour Linux. Alors apparemment, ça c'est pour Linux. Je vais changer. Je vais faire Notepad for Linux. Voilà, ici ça vous donne autre chose. Qu'est-ce qu'on a là? Donc je vais rechercher d'abord. Vous voyez, on vous dit ici que Notepad++ is not supported on Linux, but you can run it using Wine. Bon, c'est pas ce que moi je veux. Moi je veux un fichier qui sera complètement en tar GZ. On va tester software. Software in tar.gz format for Linux. Et je vais tester, je vais voir qu'est-ce que ça va me donner. Voilà. Auto install, bon, c'est pas ce que je veux. Je vais tout simplement avoir un fichier qui sera en tar gz. Pack install, how can I install, how to install. Bon, on peut prendre par exemple Apache. Voilà, est-ce qu'on va avoir ça? Apache server causes. On va voir dans le site d'Apache. Alors ça, vous devez essayer de vous familiariser avec ça. Vous voyez, ça a terminé. Je peux voir là où ça a été sauvegardé dans mon système de fichiers. Vous voyez, c'est venu dans le répertoire téléchargement. Hein? Pareillement, vous pouvez regarder ça ici. Si vous faites ls, vous faites ici ls download, ce que je voulais, voilà. Vous avez un fichier avec extension dub ici. Plus tard, nous verrons comment est-ce qu'on peut installer un fichier de ce genre. Voilà la raison pour laquelle je télécharge ça déjà à ce niveau, parce qu'on pourra l'utiliser plus tard. Alors ici, vous avez les sites d'Apache. Je cherche quelque part où j'aurai un fichier tar.gz. Je vais chercher, je vais le télécharger. Alors regardez ici quelque chose d'intéressant. Vous avez ici un fichier avec extension tar.gz. C'est ça ce qui m'intéressait. Et là, regardez, c'est en train de télécharger le fichier sans même terminer. Alors, ce fichier ici, je peux l'ouvrir là-bas. Ici, vous l'ouvrez avec cette interface, il est là. Ici, vous pouvez le décompresser là, mais ce qui m'intéressait, c'était avoir ce fichier-là. Et comme ça, je peux fermer ici, parce qu'on a fini, on va l'utiliser à ce niveau. Si vous faites ls download, voilà, vous avez ce fichier avec extension tar.gz. Vous pouvez faire ls-l download. Voilà, on vous donne bon, vous devez faire ça sur les vrais répertoires, hein, ce téléchargement. Voilà, vous avez les différents fichiers ici. Vous pouvez ajouter le Human Readable pour qu'on vous donne la taille. Vous voyez, ce fichier il pèse 89 mégas, mais celui-ci il pèse 106 mégas. Alors j'ai téléchargé un autre fichier, je vais faire pareil, voilà, j'ai aussi ajouté celui-ci. Alors vous avez ce fichier ici, il est en format tar.gz. On peut nous-mêmes créer nos propres fichiers avec ce format.
tout comme on peut exploiter celui-ci. Alors quand vous avez un fichier dans ce format, c'est un fichier qu'on appelle archive. Et cette archive, vous devez la décompresser. Vous devez d'abord ouvrir l'archive pour voir ce qu'il y a dedans. Et comme c'est compressé, vous devez la décompresser pour voir maintenant le contenu. Alors si vous voulez voir les contenus de l'archive, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la commande tar. Vous utilisez des options extract, variables and file. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appliquer ça sur téléchargement. Oh là là, c'est comme ça, téléchargement. Et puis vous avez mode et ainsi de suite. Voilà, ici ça vous montre les contenus de ce fichier. Voilà, vous avez des documentations et beaucoup d'autres choses. Alors vous pouvez regarder, vous faites ls téléchargement. Et ici par exemple, on vous a montré les contenus de cette archive. Ça contient tous ces fichiers. Alors, si j'extrais ça ici, si je l'extrais, avant de l'extraire, je vais d'abord la décompresser. Alors, vous tapez la commande ici, gunzip. Alors, je vais faire d'abord un copier-coller de ce fichier-là, cp mode, je vais me déplacer, cd téléchargement, et puis je fais cp mode, je vais laisser le même nom, je fais .copy, donnez ce que vous voulez, ou bien backup par exemple. Et puis regardez, si vous regardez dedans, vous allez voir, il y a deux fichiers. Celui-ci, il est rouge, mais celui-ci n'est pas rouge parce que j'ai ajouté cet élément ici. Alors, ici, je vais tout simplement faire gunzip, ou vous pouvez utiliser gzip, et vous mettez l'option, le paramètre D comme ça, et vous mettez mode, et là, vous allez décompresser le fichier. Vous voyez, ce fichier n'a plus d'extension .gz comme c'était le cas ici, parce que je l'ai décompressé. Et puis maintenant, je peux ouvrir l'archive. Mais remarquez, ce fichier contient beaucoup de fichiers. Ça va remplir notre espace ici. Alors pour que ça ne remplisse pas notre répertoire, je vais créer un autre répertoire ici. Je vais écrire mkdir. Je vais par exemple appeler mode, par exemple mode comme ça. Et puis je vais déplacer notre archive dans le répertoire ici. Et puis j'ai fait mv. Pourquoi? C'est un... Je vais déplacer quoi? Mode comme ça. Je vais mettre ça dans quel répertoire? Source, la destination, ça sera mode. Si je fais ls, vous allez voir ce fichier là a disparu. J'entre dans le répertoire mode. Vous avez le seul fichier. Et puis je vais faire maintenant tar. Extract, verbose, file. Verbose, c'est pour visualiser tout simplement. Et puis vous allez extraire votre archive. Et si vous regardez ici, il vous a créé ces répertoires. Et dans ces répertoires, vous aurez tous ces fichiers. Alors vous voyez, ça vous a créé un autre répertoire. Donc si vous voulez, vous pourrez même décompresser, détarer ça dans le même répertoire où on était. Si vous faites cd mode, ou bien vous faites tout simplement ls mode comme ça, vous allez voir, voilà les fichiers qui sont contenus dans cette archive. C'est comme ça que vous utilisez des fichiers à extension tar.gz. Donc si vous avez un fichier pareil à mode commande, il ne faut pas vous affoler. C'est très facile à utiliser. Alors je vais faire cd comme ça.
Je rentre dans, je monte et là je suis dans téléchargement. Et ici, regardez, je peux remettre notre fichier ici. Je fais quoi? mv mode underscore, comme ça. Je vais l'appeler, ça va. Je vais remettre ça à son nom initial. Si vous faites ls, voilà, il est gz. Je vais maintenant utiliser la commande gundip. Tout à l'heure, on avait utilisé la commande gzip-d. C'était ça. Voilà. Je vais utiliser maintenant la commande gundip. Gundip sur le fichier mode. Attention, majuscules et minuscules ne sont pas pareils. Voilà. Si je fais ls, ce fichier est un fichier tar normal. Et puis je vais déballer l'archive. Je fais tar extracts verbose file. Si vous enlevez l'option ici de verbose, ça ne va pas ouvrir ou pour vous montrer tous les fichiers qui étaient à l'intérieur. Alors je fais mode comme ça. Voilà, il a fait le travail, mais il n'a pas déballé tous les fichiers et vous avez l'archive qui est devenue un fichier normal. Voilà un peu comment est-ce que vous décompressez et vous ouvrez les archives. Mais maintenant, comment est-ce que vous-même vous pouvez créer votre propre archive? Alors, je reviens ici. Je vais effacer. Je vais par exemple créer une archive qui va contenir tous mes fichiers ici. Alors, c'est simple. Vous utilisez la commande tar et puis vous mettez les options create verbose file. Mais vous devez maintenant voir les fichiers. Alors ici, je vais mettre le nom de l'archive archive1.tar. De quoi je vais utiliser les fichiers. Ils sont dans les mêmes répertoires, alors il n'y a pas de problème. Si c'était dans des répertoires différents, il faudra chaque fois mettre les répertoires. Par exemple, si c'était comme ça dans TMP, vous mettez les premiers, par exemple file 1. Vous venez ici, par exemple, celui-ci, il était dans, par exemple, un répertoire comme ça. Et puis, vous savez, par exemple, CIFA, vous mettez file 3, par exemple. Et puis, un autre fichier, par exemple, dans le répertoire etc slash, par exemple, je dis doc, quelque chose de ce genre. Mais ces chemins d'accès n'existent pas. Là, je vais mettre ce qui existe. Comme tout est dans le même fichier, je vais tout simplement écrire comme ça. File 2, YAML. Il y avait le file 1, file 1. Je mets ici file 3, comme ça. File 4. Et file 5.java. Voilà. Il vous montre qu'il a créé l'archive qui contient les 5 fichiers ici. Et si vous faites ls, vous allez voir un fichier qui s'appelle archive1.tar. Je vais créer une copie de cette archive. cp archive1.tar à archive. Archive, je vais l'appeler archive2. Et je peux même créer archive3. Comme ça, j'ai 3 archives. Voilà les 3 archives. Alors, je vais compresser la première archive avec le format gzip. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait gzip archive ou archive1.star. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter l'extension gz. Tout simplement comme ça. Et voilà. Oh, on me dit quoi? No such file or that. Oh, je m'excuse. Ici, vous laissez. L'extension sera créée automatiquement. Alors, lorsque vous faites ls, regardez, cet archive est devenu archive1.tar.gz. Voilà comment est-ce que vous procédez. Et si vous regardez la taille ls-l, lh, vous allez voir que toutes ces archives ont le même contenu. Mais regardez, cette archive et celle-ci ont
10 kilooctets. Mais cette archive qui a été compressée à 527 octets. Regardez les niveaux de compression. Ça, c'était sérieusement compressé. Avec gzip. Alors, de la même façon que vous avez compressé avec gzip, vous pouvez compresser, on a utilisé les deux commandes ici, vous pouvez compresser avec bzip2 et décompresser avec bunzip2. Nous allons utiliser ça. Alors, faites très attention. Un fichier qui a été créé avec gzip ne peut pas être décompressé avec bzip, avec bunzip2 ou bzip2 avec l'option, avec le paramètre embedé. Inversement, c'est pas compatible. C'est deux formats de compression totalement différents. Alors regardez, pour avoir moins d'éléments, j'efface. Le deuxième fichier ici, je vais le compresser avec bzip2. C'est facile, vous faites bzip2. Vous vais compresser les fichiers qui s'appellent archive2.star. Voilà, je fais ls. Vous avez ici, ce fichier a été compressé avec bzip2. On va regarder le taux de compression. ls-l. Regardez, le taux de compression de gzip il est meilleur. Regardez, le fichier compressé avec gzip il est plus petit que le fichier compressé avec bzip2. Tout simplement. C'est peut-être la raison de la préférence quand vous avez des fichiers. Peut-être que celui-ci, il est meilleur pour une certaine catégorie. Je vais faire pareil pour celui-ci et puis on va les décompresser. Vous voyez, pour le moment, il a 10 mégas. Ok. Je peux refaire la commande ici, ls-lh. Et là, ça vous donne vraiment une bonne idée. Alors, je vais faire ls, je fais bzip2 archive3.star. Oh, j'ai mal écrit, pardon. C'est bzip et non bzimp. Alors, ls, l, h, vous aurez exactement la même chose. Puis je vais décompresser ces fichiers avec bunzip pour faire avec bunzip2 et bzip2. Je vais copier ces fichiers là, archive cp archive3.star.bz2 et je vais copier à archive 4.tar.bz2. Il n'y a pas de problème parce que c'est le même fichier. Je ne fais que renommer les fichiers, mais je laisse l'extension telle qu'elle. Voilà. Si vous faites ls-l, voilà, vous avez les deux fichiers ici qui m'intéressent. Alors, je vais décompresser le premier. Je vais utiliser la commande bzip2. Je vais décompresser archive. Je vais mettre l'extension, le paramètre modé pour décompresser quoi? Archive3.bz. C'est archive3.star.bz2. Pour juste vous montrer, si j'essaie de décompresser l'archive 2.tar.bz, ça va décompresser. Je vais essayer archive1.tar.gz, ça ne va pas marcher. gz. On vous dit quoi? Can't guess original name. Ne peut pas deviner le nom original parce que c'est pas le format approprié, tout simplement. Et c'est comme ça que je dois changer. Ce ne sera pas archive1, mais c'était 3.star.bz2. Et là, ça a décompressé.
je fais ls. Vous voyez, c'était l'archive tree, il n'a plus l'extension BZ. Et je vais faire pareil pour cet autre, mais avec la commande bunzip2. C'est simple, je vais effacer l'écran, ls, je fais bunzip2, de quoi archive for star. Voilà, maintenant je fais ls, voilà comment est-ce que vous avez les deux fichiers ici. Voilà comment est-ce que vous utilisez ces commandes ici. Et là, nous avons complètement fini la partie sur la gestion des fichiers. Avec ce que nous avons fait, vous pouvez manipuler les fichiers à votre guise et sans problème. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.